commented more than once that, that Hitler did some good things too. And of course, if you know what Hitler was all about, it'd be pretty hard to make an argument that he did anything good. It is deeply troubling and incredibly dangerous that Donald Trump would invoke Adolf Hitler, the man who is responsible for the deaths of 6 million Jews and hundreds of thousands of Americans. À 13 jours des élections, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, le général John Kelly, a déclaré au New York Times que son ancien patron correspond tout à fait à la définition d'un fasciste. Il évoque, entre autres, son admiration des dictateurs. Et, en fait, on le savait, mais lui, il confirme avec des citations, des échanges, et plus particulièrement son éloge imaginé d'Adolf Hitler. Donald Trump aurait dit à plusieurs reprises qu'Hitler avait fait de bonnes choses, des propos que Kamala Harris définit comme incroyablement dangereux, rappelant évidemment, comme on vient de l'entendre, la Shoah. Alors, c'est une preuve supplémentaire pour les électeurs de qui est Donald Trump. Que feront-ils de cette preuve une fois aux urnes? J'ai discuté de cette rhétorique de Donald Trump avec la politologue et historienne Nicole Bacharan. On l'écoute. Nicole Bacharan, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. Alors, nous voulions prendre quelques minutes avec vous pour faire votre bilan de cette campagne présidentielle, sans doute inédite, singulière, notamment à cause de la violence des propos, leur vulgarité de Donald Trump qui veut se faire réélire. Est-ce que ça fait partie des éléments importants à retenir pour faire le bilan? Ah oui, certainement. Je pense que d'abord, cette campagne est extrêmement tendue, on le sait tous, parce que les deux candidats sont au coude à coude. Il n'y a aucun moyen de savoir, de prédire qui va gagner. Les sondeurs sont désespérés. Mais surtout, on sait que la campagne de 2016, de 2020 était extrêmement brutale et violente dans la bouche de Donald Trump. Et là, en 2024, ça sombre vraiment dans des injures, des vulgarités, une grossièreté inimaginable, une manière de traîner les gens dans la boue. Et quand je dis les gens, je pense le président Biden, la vice-présidente Kamala Harris, d'une manière qui détruit réellement le débat public. Et c'est très inquiétant parce que ça rappelle des années très sombres en Europe, quand on détruit les gens par vraiment la destruction verbale, avant peut-être de pousser à une destruction au-delà du verbe. Dans Ouest France, vous avez titré votre éditorial de la violence en Amérique. Donald Trump a déjà gagné. Est-ce que, parce qu'il a fait de cette campagne un champ de bataille, il a transformé la démocratie en champ de bataille? Exactement. Et pour moi, il ne s'agit pas du tout de savoir s'il est démocrate ou républicain. C'est pas du tout le problème qu'il pose. Il est hors démocratie. Il est hors cadre. Et le fait est que, par la force des choses, les citoyens américains se sont habitués, parce que ça arrive tout le temps, c'est tous les jours, la surenchère est là tous les jours. Déjà, la campagne a subi une série d'événements incroyables avec 2 tentatives d'assassinat, le retrait du président Biden, l'arrivée de Kamala Harris, un débat complètement raté avec les 2 premiers, puis un débat plutôt réussi pour la candidate, des ouragans. Enfin, ça n'arrête pas, à tel point qu'on a l'impression que les électeurs sont un petit peu anesthésiés et que le climat de violence déchaîné par Trump, et qui se retourne aussi contre lui, parce qu'il a une manière d'agir qui valorise la violence, qui dit en quelque sorte tout est permis, ça atteint aussi le camp d'en face, et c'est lui-même qui peut s'en retrouver la menace et la victime. Mais en tout cas, le climat de cette campagne est un climat d'une violence extrême, et comme si, quel que soit le résultat de l'élection, Donald Trump a déjà gagné. Il a déjà gagné. Et pourtant, avec ce que vous venez de dire et en évoquant les sondages qui sont au coude à coude, il ne semble pas en payer le prix de cette manière de mener campagne. Non, pas du tout. Je suis sûre que, comme vous, j'analyse cela tous les jours et je vois qu'il y a à peu près 30% d'un électorat qui est acquis à Trump, qui le prend pour un héros, qui le suivra n'importe où. 30%, disons, qui sont fidèlement démocrates, acquis à Kamala Harris, et puis au milieu, 30-40% qui pourraient aller d'un côté ou de l'autre. Et la moitié
en gros, vont vers Trump, quoi qu'il en soit, beaucoup en se disant, bon, il exagère, une fois au pouvoir, ce ne sera pas comme ça. Et puis, ce qui compte finalement, c'est l'économie. Et quand il était président, l'économie allait plutôt bien. Et puis voilà, la politique, c'est jamais très propre. Et bon, il faut quand même voter. Une espèce d'acceptation, malgré tout, que le débat soit descendu à un tel niveau. D'ailleurs, ces partisans ou les experts républicains ou les commentateurs républicains disent de toute façon, ce sont des blagues. It's a joke. Can't you laugh sometimes? Vous ne pouvez pas en rire des fois? C'est la principale réaction, ce qui fait avaler, j'imagine, la chose aux partisans. Cela dit, au cours des dernières heures, on a à nouveau eu des informations très importantes concernant l'attrait de Donald Trump pour Adolf Hitler. Ces généraux, M. Mélé l'avait déjà évoqué, mais là, c'est son ancien chef de cabinet, à la fois au magazine The Atlantic et au New York Times. On va écouter en audio là, un court extrait du général Kelly. On l'écoute. Certainly, the former president is in the far right area. He's certainly an authoritarian. Admires people who are dictators. He has said that. So he certainly falls into the general definition of fascist, for sure. Alors, il correspond à la définition des fascistes. Il parle de ces généraux. Et même dans cette conversation-là, si on l'avait dans son intégralité, on entendrait le général Kelly dire aux journalistes que Hitler, il a déjà dit que Hitler avait fait des bonnes choses. Bon, évidemment, Mike Meadows et d'autres nient formellement, mais plusieurs généraux, donc, confirment cet attrait-là pour Donald Trump. Vous, dont la mère a été résistante, on s'est parlé de votre mère la plus résistante de toutes. Vous avez publié un ouvrage là-dessus qui a été arrêté par la Gestapo, donc en France. Ça doit résonner pour vous et ces propos-là doivent résonner jusqu'en Europe. Oui, ça résonne très profondément en Europe et ça crée une très grande inquiétude. Alors évidemment, les États-Unis d'aujourd'hui ne sont pas l'Allemagne des années 30. La structure du pouvoir aux États-Unis, avec la division des pouvoirs, la division entre fédéral et local, permet quand même de limiter les ambitions autoritaires. Mais au-delà des propos rapportés que Donald Trump aurait peut-être tenus sur Hitler, il y a le jugement ouvert du général Milley, qui était le chef de l'état-major interarmé, donc la plus haute autorité militaire des États-Unis, et qui dit oui, Donald Trump correspond à la définition du fascisme. De quoi parle-t-il ? Je pense qu'il parle du culte de la personnalité qu'il y a autour de Donald Trump, de la misogynie, du virilisme, du goût de la force, du goût de la violence, du goût d'anéantir l'adversaire au minimum par les mots, la volonté de trouver des boucs émissaires, de désigner des coupables, de vouloir les éliminer du tissu national, le goût pour les autocrates, pour Vladimir Poutine, pour Xi Jinping, le mépris de la Constitution, le mépris de la loi. Donc tout cela, et avec ce vocabulaire terrible, très destructeur, il y a un flirt avec le fascisme qui rappelle quand même des heures très sombres. Et le général Milley qui craint d'être poursuivi devant un tribunal militaire si Trump prenait le pouvoir, à savoir que vous dites qu'il y a des contrepoids, la structure démocratique est différente. Cela dit, il promet de s'attaquer à ses ennemis de l'intérieur. Il a nommé Adam Schiff qui se présente au Sénat, il a nommé Nancy Pelosi. Tant qu'à faire, il pourrait avoir d'autres ennemis. Peut-il prendre vraiment le contrôle de l'appareil judiciaire ou policier ou même militaire, selon vous? C'est son projet et cette fois-ci, le projet est construit par beaucoup d'idéologues qui l'entourent, qui ont travaillé sur ce fameux projet 2025, qui est un projet
pratique de gouvernement dont Donald Trump prétend se détacher, mais qui en réalité correspond exactement à ce qu'il veut faire. Et il annonce, et il continue à annoncer, qu'il va purger le département de la justice, le FBI, les agences de renseignement, le Pentagone, la CIA, le département d'État, et qu'il va poursuivre ses ennemis politiques. À la tribune, il avait même dit que le général Milley, dont nous parlons, avait été déloyal et qu'il devrait être exécuté. Alors on imagine bien que ça n'irait pas jusque-là, mais la volonté de poursuivre les ennemis politiques, et pour lui ça inclut par exemple toute la famille Biden, elle est bien réelle, avec ces purges annoncées dans les ministères, le remplacement de dizaines de milliers de fonctionnaires d'État qui sont là depuis longtemps, des gens qui sont normalement protégés dans leur emploi, de les purger au profit de personnes loyales à Donald Trump, sachant que le test de loyauté, c'est de dire que Donald Trump a gagné l'élection de 2020. Donc on peut imaginer que tout cela serait compliqué. Il y a des tribunaux, il y a des procès, il y a des juges. Ils ne sont pas tous du même bord. Mais néanmoins, il y a une volonté autoritaire qui se marque. Alors, j'emploie le mot momentum entre guillemets. Il semble y avoir un momentum ces derniers jours en faveur de Trump, même si les sondages sont très serrés. Mais il faut vraiment, évidemment, parler de Mme Harris, qui s'est fait traiter de merde par Donald Trump au cours des derniers jours. Comment expliquer qu'elle ne perce pas ce mur de vulgarité, de mensonges? Elle a dit au début, j'étais un procureur, je sais qui il est, lui c'est un criminel, he's a felon. Comment se fait-il que c'est encore si serré? Est-ce qu'elle a mené une bonne campagne? Quelle est votre appréciation de ce qu'elle fait depuis le début de la campagne? La joie, on a l'impression, s'est essoufflée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui jouent contre elle. D'abord, sa campagne est finalement très courte, trop courte, pour les raisons que l'on sait. Et il y a beaucoup d'Américains qui ont le sentiment de ne pas bien la connaître, de ne pas savoir bien qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire. Elle a essayé de développer un programme économique en faveur des classes moyennes, en faveur des entreprises. C'est pas encore très clair. En tout cas, ça n'a pas été perçu comme très clair. Je pense qu'elle est victime aussi de l'identité du Parti démocrate, qui s'est éloigné dans les 20-25 dernières années de la classe moyenne, de la classe ouvrière, et que beaucoup, si vous voulez, beaucoup de l'identité du Parti démocrate a probablement en partie à contresens, mais en partie confondue par toute la conversation, toute la place prise autour des questions de genre, de race, de découpage très très fin, de niches raciales et genrées dans lesquelles la plupart des Américains ne se reconnaissent pas. Et puis je pense que Kamala Harris, elle est réellement victime du fait qu'elle n'est pas face à un adversaire qui respecte la démocratie. Souvenez-vous des campagnes, je ne sais pas moi, Obama-McCain, Obama-Romney, monsieur le gouverneur, monsieur le sénateur. C'était des campagnes dures. On ne se faisait pas de cadeaux, mais il y avait un décorum, il y avait une propreté, j'ai envie de dire. Il y avait l'idée du fair play. Celui qui gagnera sera le président de tous les Américains. Quand on a vu le débat Harris-Trump, là, on s'est dit, ah, elle a cassé le code. Parce qu'avec sa manière de rire quand il disait des choses complètement folles, extravagantes, de traiter ça avec un relatif mépris, on se disait oui, mais ça marche. Mais finalement, il descend tellement dans l'attaque et dans l'horreur du langage. Que peut faire un candidat, et j'ai envie de dire, qui tient à garder une certaine dignité? Il y a des enjeux, on essaie de dire que c'est l'économie, mais on parle beaucoup des écarts entre les hommes et les femmes. Puis à travers cet écart-là, on pense bien sûr à la défense des droits reproductifs qui ont déjà été payants pour la victoire, on pense en 2022, notamment pour les élections de mi-mandat. En terminant, selon vous, est-ce que ça va jouer en sa faveur et quelle est la question déterminante de cette élection? Ça peut nous surprendre dans ce sens, parce que ça n'apparaît pas tellement clairement dans les sondages. Mais l'image que donne Donald Trump ces derniers temps, la séduction qu'il exerce auprès d'hommes jeunes, semble-t-il, quelles que soient leurs origines, en mettant en valeur une Amérique brutale, misogyne, ultra-patriarcale, ultra-réactionnaire, ça peut créer
une révolte des femmes. Il y a quand même 10 États où il va y avoir des référendums, des lois proposées justement pour protéger l'avortement. Et puis, il y a des familles républicaines où, dans le secret des urnes, eh bien des femmes diront bon, on est républicain dans la famille, mais là, trop, c'est trop. Il peut y avoir vraiment une surprise du vote féminin et au-delà d'ailleurs, parce que ça ne concerne pas que les femmes, mais sur la question de l'avortement. Parce que la réaction annoncée par Donald Trump est si extrême, si brutale. Ça fait 2 ans que les Américaines vivent avec la réalité de ça. Il y a une vraie crise sanitaire. C'est pas simplement l'avortement, ce sont les soins qui sont refusés. Ça, je pense que ça va jouer fortement, mais jusqu'à quel point, ça, c'est impossible à dire. Écoutez, on se reparle très bientôt, Nicole Bacharan. J'ai encore plein de questions Avec pour grand vous plaisir. et j'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci.